Mesdames et messieurs, chers amis, chers parents, chers professeurs, chers amis de la pédagogie, chères personnes qui venaient ce soir parce que vous avez vu l'information qu'il y avait un programme intéressant ce soir à l'école, bienvenue. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Quand on lance une invitation, on ne sait jamais qui va répondre. Et on dispose d'un certain nombre de chaises et il se trouve que ce soir, les chaises sont toutes remplies. Donc ça fait grand plaisir de vous accueillir. Il se trouve qu'il y avait beaucoup de concurrence ce soir sur la date puisqu'il y avait d'autres programmes qui étaient annoncés et notamment une chorale, notre chorale de l'école des grandes classes. Alors c'est toujours un effet très attractif, mais vous êtes quand même là. Alors voilà, il fallait peut-être faire un renoncement pour certains d'entre vous. Merci d'avoir choisi cette soirée ici, en présence donc de Guillaume Lemonde, qu'on a grand plaisir à accueillir. Je dois juste vous raconter un petit peu pourquoi Guillaume est là ce soir, donc, parce qu'en fait, on ne l'a encore pas dit. Alors voilà, d'abord, il y a des organisateurs, comme toujours. Il y a deux organisateurs à notre soirée. Donc, il y a l'école Mathias Grunewald qui nous accueille en son sein. Voilà, et donc la pédagogie Steiner à Colmar. Et puis, il y a l'association Prime Enfance. Donc, nous sommes une association, parce qu'en principe, on est moins connu que l'école, donc j'en dis quand même juste deux mots. Nous sommes une association qui œuvre depuis 2008. Nous avons fondé une crèche qui a ouvert ses portes en 2009 et nous accueillons donc 24 enfants dans un contexte crèche, cette fois-ci avec une orientation également Steiner-Waldorf, entre autres, parce que c'est tout un travail pédagogique qui se fait au sein de cette équipe avec des inspirations pédagogiques différentes, mais c'est vrai avec un accent sur la pédagogie Steiner. Voilà. Alors, le principe, c'est effectivement de proposer dans cette crèche un accueil qui repose sur une qualité de relation humaine. J'en dis juste deux mots parce que ça fait bien le lien avec la venue de Guillaume ce soir. Dans notre crèche, on accueille des familles qui viennent mettre leurs enfants chez nous. Et très souvent, on dit aux familles, vous savez, nous, ça nous intéresse moyennement d'accueillir les enfants des autres, de garder les enfants des autres. Et on le dit sciemment parce qu'en réalité, ce n'est pas tant l'aspect de garderie d'enfants qui nous intéresse, mais plutôt ce qu'on peut faire avec un enfant dans une qualité de relation humaine. Ça, c'est vraiment très important. Et qu'est-ce qu'il faut instaurer comme lien et comme qualité de relation humaine entre les adultes pour pouvoir faire qu'un enfant va pouvoir se développer de façon saine et harmonieuse. Ça, c'est vraiment le principe fondamental. Et plus que ça, c'est que l'idée, c'est que dans cette qualité de relation humaine, la famille qui met son enfant chez nous puisse également grandir avec son enfant. Voilà. D'où l'enjeu de pouvoir créer des espaces de rencontre, des espaces où on peut apprendre, se rencontrer, apprendre de l'autre, mais aussi des temps de conférences, des temps d'ateliers, comme c'est donc le cas ce week-end avec ta présence, Guillaume, mais également des goûters, des sorties. On a déjà fait des projections de films, et l'idée, c'est que vraiment les parents puissent se rencontrer et puissent regarder leur enfant, regarder leur parentalité, et qu'ensemble, avec leur enfant, ils puissent grandir. Et puis, la boucle est complètement bouclée quand notre équipe peut aussi, dans cette qualité de relation humaine, grandir avec la famille. Voilà. Donc ça, c'est tout le projet du Jardin des Petits. Alors, on est dans un de ces temps avec la venue de Guillaume où l'objectif, c'est de porter à chaque fois un regard sur l'enfant et sur l'enfance. Et on va le faire donc en deux temps avec Guillaume, donc ce soir pour cette conférence, mais également demain pour ceux qui ont donc décidé de nous rejoindre sur toute une journée qui va donc prendre la forme d'un séminaire atelier avec différents mouvements qui seront proposés, donc effectivement une intervention sur nos thèmes que je vais indiquer, mais également on fera des mouvements de chant, avec Agnès qui est, je ne sais pas où, Agnès Keller, voilà, et qui va donc participer aussi au programme, et aussi en gymnastique Bottmer avec Yenne, mais je n'ai pas mes lunettes, voilà, Yenne. Donc c'est une journée de demain, et donc la soirée de ce soir était un peu la version un peu grand public, c'est-à-dire la version où s'adressait à toutes les personnes qui voulaient déjà avoir un premier aperçu du programme qui nous occupe ce soir. Alors le thème, je l'évoque simplement puisque ça va être à toi la parole très très vite. Comment être présent à ce qui veut advenir. Voilà. Comment être présent à ce qui veut advenir. Alors le premier fil qu'on va tirer, c'est une citation de Saint-Exupéry qui dans son roman Courrier Sud paru en 1929 disait « L'avenir, tu n'as pas à le prévoir mais à le permettre ».
comment ça nous parle en tant qu'éducateurs que nous sommes, la plupart d'entre nous, c'est-à-dire éducateurs peut-être professionnels, accompagnants d'enfants, de jeunes, mais aussi éducateurs en tant que parents, tout simplement. Ça, c'est une question de regard et de posture, donc c'est un thème qu'on va évoquer ce soir. Le thème plus spécifiquement de la conférence, c'est « Éduquer non vers l'avenir, mais depuis l'avenir ». Voilà, donc ce qui ramène aussi la question du temps. Et pour la partie de demain, sur le séminaire, comment rencontrer l'enfant et soi-même pour s'ouvrir à ce qui est. Voilà, je vous souhaite une très bonne conférence. Je voulais juste dire que pour les personnes qui seront donc présentes demain soir à demain toute la journée pour le séminaire, ce serait bien que vous puissiez juste rester après la conférence, de façon à ce qu'on fasse quelques petits ajustements sur l'organisation, notamment sur le covoiturage. Voilà. Merci à vous et très bonne conférence. Et merci à Guillaume d'être venu jusqu'à nous. Merci à toi. Merci. Bonsoir à tous, je suis très heureux de pouvoir partager 2-3 petits aspects comme ça avec vous ce soir. Donc des aspects au sujet du temps, comme dit, au sujet de l'éducation, au sujet de l'enfance. Je peux me présenter, je m'appelle Guillaume Lemonde, je suis médecin. Je vis maintenant en Suisse depuis pas mal d'années et ça fait quelque chose comme 30 ans que j'exerce la médecine. Mais je suis aussi père de 4 enfants. Voilà, puis il y a tout un tas de choses que je suis. Mais en fait, est-ce que je suis tout ça ou est-ce que... qui sommes-nous? C'est quoi je suis? C'est quoi le je suis du petit enfant qu'on a comme ça au jardin d'enfants? Si je commence comme ça, cette petite introduction, c'est parce que notre façon habituelle de faire, la façon habituelle de penser, de percevoir, se rapporte à un temps chronologique. Et c'est bien logique. C'est-à-dire que chaque conséquence ayant une cause antérieure, ou un faisceau de causes antérieures, peu importe, quand on est avec un enfant, et que cet enfant, allons directement dans le difficile, pose problème, eh bien on va chercher forcément avant ce qui a pu se passer pour expliquer le problème. De façon à, ayant identifié la cause, pouvoir, si possible, agir dessus pour infléchir le cours, n'est-ce pas? Et c'est, je trouve, assez troublant de réaliser un jour que si vraiment notre humanité s'expliquait uniquement à partir du passé, alors on arriverait dans un monde assez particulier. J'aimerais vous décrire ce monde-là. Décrire le monde, d'abord, qui serait celui dans lequel tout s'explique depuis le passé. C'est-à-dire un monde dans lequel on estimerait que l'enfant est une feuille vierge, dans laquelle il va falloir mettre des choses pour qu'il se prépare à la vie, puisque tout ce qu'on va faire aura des conséquences plus tard, n'est-ce pas? Dans un tel monde, ce que nous sommes serait donc fondé sur une antériorité. Et ce que les médecins, les pédagogues, toutes sortes de personnes font professionnellement, c'est d'essayer de comprendre la situation à partir d'une antériorité. Donc on a des raisons biologiques, héréditaires, d'être comme on a des raisons sociétales, des raisons ethniques, des raisons, tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas? Et je ne dis pas que c'est faux, je dis juste que c'est un aspect. Et que quand on s'en tient à cet aspect, ma foi, nos actes sont donc déterminés par cette antériorité. Du reste, ne dit-on pas, je sais pas moi, j'ai perdu confiance parce qu'il m'est arrivé plein de problèmes. Les problèmes déterminent la perte de confiance. J'ai pas de temps parce que j'ai plein de trucs à gérer. Les trucs à gérer déterminent le fait que j'ai pas de temps. Je sais pas moi, je suis complètement... j'ai perdu mon équilibre intérieur, j'ai perdu ma stabilité intérieure parce que j'ai vécu plein de situations affectives compliquées. Bref, c'est humain de faire ça, c'est normal, c'est quotidien, c'est tellement trivial ce que je raconte que je ne vais pas raconter ça beaucoup plus longtemps. Mais à ce moment-là, ça voudrait dire que les actes, si ce n'était que ça, les actes que nous posons seraient donc tous fondés sur une antériorité et nous ne serions pas fondés en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'un être qui s'explique à partir du passé, expliquant ses talents et ses défauts à partir de je ne sais quel problème généalogique, okay, ou par exemple, ou héréditaire, biologique, génétique,
quand il fait ça à ce moment-là, ce faisant n'est pas fondé en soi-même. Il est fondé dans le passé. Il ne peut pas, dans un monde dans lequel tout s'expliquerait depuis le passé, comme d'après la loi de Kant-Laplace, ce physicien qui estimait qu'en connaissant absolument toutes les causes possibles, on pourrait déterminer l'évolution du monde jusqu'à la fin, hein, il ne peut pas y avoir de liberté, par exemple. Ça n'existe pas. Ou plus exactement, la liberté sera conçue comme l'évacuation des causes qui dérangent. La liberté dans un monde pareil, c'est « je supprime les preuves ». Je fais tout pour ne pas avoir des preuves. Il y a un virus qui traîne, on fait tout pour supprimer le virus. Allusion peut-être à un événement connu. Bref, en tout cas la disposition d'une personne qui est fondée dans le passé et non pas en soi-même, c'est de tout faire pour que les preuves n'existent pas. Et évidemment, n'étant pas fondé en soi-même, les problèmes viendront aussi d'ailleurs que de je ne sais quoi, c'est-à-dire qu'ils seront toujours, on en sera toujours victime, puisqu'on n'est pas fondé en soi. Je veux dire, si on a un problème, c'est que ça vient d'ailleurs. Ça viendra des autres, ça viendra de je ne sais qui, et on attendra quoi? Un sauveur. Vous voyez un peu le tableau? C'est un tableau, ma foi, qui n'est pas très lointain de ce qu'on connaît en général. Parce que pour une part, notre nature, je ne dis pas je suis, mais notre nature est fondée dans le passé. Alors, éduquer un enfant de la sorte, ça serait peut-être déjà pas éduquer, on reparlera de ça, mais ça serait instruire. C'est-à-dire que l'enfant, tout ce qu'on va faire maintenant aura des conséquences plus tard, puisque dans cette disposition-là, on est dans un temps chronologique, chaque cause ayant des conséquences, n'est-ce pas? Eh bien, on va faire les meilleures choses possibles pour que c'est des conséquences favorables. C'est logique. Mais alors, on a tous connu, enfin, il me semble, et je ne pense pas que vous me contredirez, des moments particuliers dans notre vie dans lesquels, comment dire, on aura vécu un moment de confiance, par exemple, absolue, alors que raisonnablement, on ne peut pas avoir confiance. Vous comprenez? Des moments qui sont comme inconditionnels. On peut connaître ça, les vivre. Alors, mentalement, on pourra dire que c'est peut-être aberrant, on pourra analyser rétrospectivement la chose, puisque rétrospectivement, la chose sera tombée dans le passé, et ça sera dans la même logique que ce que je viens de dire d'avant. Mais au moment où on le vit, il y a des moments comme ça inconditionnels. Aimer, par exemple, ça peut être tout à fait conditionné, comme tout à fait inconditionnel. Si c'est conditionné, c'est une forme d'amour particulier, ça s'approche plus du commerce que d'autre chose. Mais aimer, être complètement en lien avec une personne, sans condition, inconditionnellement, et sans avantage à attendre, comprenez? C'est quelque chose de particulier qui ne s'explique justement pas depuis le passé. Cette affaire me fait penser à une allégorie que j'ai souvent dite, mais je vais la répéter ici dans ce cadre, c'est celle du théâtre et de l'acteur. Vous voyez, il y a un théâtre avec une belle scène de théâtre. Mettons même cette salle-là. Elle a été construite un jour. On pourrait même faire une enquête, une histoire de cette salle, à savoir pourquoi est-ce qu'elle a cette forme. Pourquoi est-ce qu'elle a cette hauteur? Pourquoi est-ce qu'il y a ces rideaux? Pourquoi est-ce qu'ils sont bleus? Tout ça peut s'expliquer. Il y a eu des choix, il y a eu un budget, il y a eu des gens qui étaient là puis qui ont décidé. N'est-ce pas? La scène du théâtre, pareil, il y a des accessoires, il y a des costumes, tout ça peut s'expliquer depuis le passé. C'est un contexte. Et puis, en fait, il y a un autre aspect. C'est que si on est en train de mettre en place la scène du théâtre comme ça, c'est parce qu'un jour un acteur viendra jouer dedans. La scène du théâtre s'explique depuis le passé, mais elle a une cause à l'avenir. C'est l'acteur qui va venir jouer. C'est parce qu'un acteur va venir jouer dedans que la scène est configurée comme ça. Avec ces accessoires-là, ces décors-là, comprenez?
Donc, il y a deux aspects du temps à regarder. Il y a ce qui vient du passé, là où nous ne sommes pas fondés en nous-mêmes, et donc, logiquement, si nous ne sommes pas fondés en nous-mêmes, le passé ne peut expliquer qu'une chose, c'est le contexte. Et puis, il y a ce qui vient de l'avenir. Et ce qui vient de l'avenir, c'est un acteur qui est appelé à manifester des talents d'acteur, pour se lier à ce contexte. Des talents qui ne sont pas encore là, des talents qui sont à venir, des talents qu'on ne peut donc pas expliquer depuis le passé, mais qui sont à venir. Et on a en français deux mots magnifiques qui renvoient à deux concepts absolument différents, mais qu'on confond allègrement dans notre belle langue française, c'est le futur et l'avenir. Toutes les langues n'ont pas la chance d'avoir deux mots pour parler de ces concepts. À ma connaissance, ça n'existe pas en allemand. On dit Zukunft, en anglais on dit future, et ce n'est pas du tout la même chose. Le futur, c'est ce qu'on peut prévoir. Le futur, c'est la prolongation du passé. C'est-à-dire qu'il y a une cause, qu'il y a des effets, ces effets deviennent les causes de prochains effets, et puis les choses se développent comme ça, où chaque effet étant la prolongation de la cause, ma foi, jamais rien ne change. C'est le développement d'une même chose qui continue. Le futur, c'est donc le passé que l'on transpose vers après. Ce qu'on peut prévoir. En fait, tout ce qu'on peut prévoir appartient au passé. Vous voyez ? Le fait même de prévoir, c'est puiser au passé de quoi le faire. L'avenir, a de venir, venir vers. C'est ce qui vient à nous. L'avenir, ça va dans l'autre sens. Il y a donc deux courants du temps qui se rencontrent. Un courant qui parle du contexte. On pourrait dire que ce courant, on peut le voir comme ça chez un être humain, commençant avec un seuil particulier qui est la naissance. On pourrait même parler de la conception avant. Il y a comme ça un contexte. Et puis il y a un autre courant qui vient de l'avenir, qui vient à nous de l'avenir, donc qui vient, j'aimerais dire, de la mort, qui vient de l'autre côté, et qui parle de l'acteur. L'acteur, c'est-à-dire celui qui, fondé en lui-même, va se lier au contexte, devenir la cause de soi-même. Donc il y a une condition, on est conditionné, notre condition humaine, le déterminisme, ce qui nous détermine, notre hérédité, etc., qui détermine en fait un contexte. Je me répète beaucoup, mais ça me permet de penser, de savoir ce que je vais vous raconter. Donc, on est donc conditionné d'un côté, et de l'autre côté, il y a un aspect qui n'est pas chronologique. C'est-à-dire que ça ne s'explique pas chronologiquement. Donc, c'est tant avant la chronologie qu'après la chronologie, on pourrait dire, si on arrive à penser cette affaire-là. En fait, c'est tant avant qu'après en même temps. C'est un aspect éternel. Et donc, un aspect éternel qui s'en vient depuis l'avenir se lier au contexte. Et on est donc conduit. Vous savez, en latin, ducere, conduire, se retrouve dans le verbe éduquer, n'est-ce pas? Éduquer, c'est sortir d'une condition. C'est comme élever. On élève un enfant, on éduque un enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour que l'acteur qui est cet enfant à venir vienne s'occuper de ce contexte qui est celui de sa vie, pour lui permettre de ne pas rester coincé dans sa condition, mais de s'en saisir pour non pas évacuer tous les obstacles, mais les traverser. Vous voyez à peu près le thème ? Et ce qui est assez particulier quand on évoque l'enfance, c'est qu'on est un peu dans un grand chambardement, parce que l'acteur, certes, depuis l'avenir, est la cause de tout ce qui se passe, mais c'est comme si le décor était en train d'être mis en place.
le petit enfant qui vient au monde, qui grandit, etc., met en place, vous me dites si vous ne me suivez pas, met en place depuis l'avenir le décor dans lequel il va venir jouer. Mais le décor contient absolument tous les objets qui y sont, et à compter l'objet le plus proche qui soit de nous, qui est notre corps. Donc il y a un corps qui se développe, il y a un contexte, il y a toutes sortes de choses qui sont là et qui se mettent en place, étant comme dirigés, guidés, pilotés par cet être qui présentement, depuis l'avenir, agit pour apprendre à devenir présent. Ça va ? C'est une énorme, belle et énorme responsabilité que celle de l'éducateur, du parent. Quand je parlerai d'éducateur, je comprends tous les adultes en contact avec les enfants. Hein. Je n'exclus pas les parents. Mais c'est une belle et énorme responsabilité que celle-ci, puisqu'il s'agirait d'être avec l'enfant, permettant que l'enfant, depuis l'avenir, puisse se rencontrer lui-même maintenant. C'est d'être en fait celui qui remplace ou qui joue le rôle de ce que l'enfant, depuis l'avenir, veut. Veut au sens de ce qui est nécessaire pour sa vie, au sens de ce qui est nécessaire pour être fondé en soi-même. Et alors là, on rejoint d'abord la question de la rencontre, les rencontres humaines en général, que ce soit avec un enfant ou un adulte. On verra plus tard qu'avec un enfant, il y a des choses assez particulières à regarder, mais qu'en général, c'est le thème de toute rencontre. Comment est-ce que j'offre un espace à l'autre pour que de cette rencontre puisse, ou dans cette rencontre, puisse advenir quelque chose de plus grand que tout ce qu'on peut prévoir. Parce que quand on peut prévoir quelque chose sur la rencontre qu'on va avoir, à la limite, ça peut être sympa. On peut passer des soirées très sympathiques. Mais au moment où vraiment on rencontre quelqu'un et que l'on est dans cette disposition-là, on connaît tous ça aussi. On ne dira pas que c'est sympa, on dira peut-être que c'est chaleureux. Quelque chose s'est passé. Il y a quelque chose de nouveau qui est advenu. Mais comme nous sommes quotidiennement, normalement, humainement, naturellement, dans un état de conscience qui s'appuie sur le passé, tout le temps. Nos représentations s'appuient sur le passé, nos sentiments émergent certes au présent, mais on en prend conscience qu'elles sont déjà passées. Enfin, vous comprenez, c'est tout le temps, on est avec un référentiel comme ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre quelqu'un très naturellement ? Eh bien, on déborde sur cette personne-là avec tout notre vécu, plutôt que de rencontrer la personne. C'est normal, hein, je veux dire. Mon discours ne vise même pas à dire que c'est mal ou que c'est bien, vous avez compris, hein, c'est juste un fait. Et ce fait que donc la rencontre ne se fait souvent pas, ou elle se fait sur un certain plan, et c'est comme ça qu'on peut voir, c'est plus facile d'observer les autres que de s'observer soi-même parfois. Vous savez, c'est l'histoire de la poutre et de la paille là, dans l'œil. Mais on peut très bien écouter très bien de personnes qui parlent de personnes qui vont parler dans le train ou dans le bus. Et ce qu'on observe, c'est pas tant une rencontre que deux monologues. Je te dis ça, ah oui, ça m'évoque ça. Tiens, je te le dis, ah oui, tiens, ça m'évoque ça. Et puis chacun parle pour soi, en fait, rebondissant de phrase en phrase, par exemple. Hein. C'est très sympathique, il n'y a pas de problème. C'est juste que ce genre de small talk, comme on dit en français, n'est peut-être pas celui qui permet d'offrir l'espace dans lequel quelque chose de nouveau veut advenir. C'est juste, quelle serait la disposition, celle que l'on aura peut-être avec des enfants, qui permettrait à l'autre de se manifester pleinement, et puis qu'on puisse le percevoir, plutôt que de projeter sur lui notre arbitraire.
Bon. Allons une étape plus loin, peut-être. Vous voyez, il y a plein de façons de l'exposer. Je vais choisir cette façon-là, une façon toute simple de comprendre que nous sommes dotés, nous sommes doués, nous sommes, comment dire, nous avons reçu en cadeau diverses facultés. Reçu en cadeau, c'est donc contextuel, hein, on est d'accord. Nous avons reçu contextuellement diverses facultés. Des facultés qui s'expriment dans ou à l'interface de notre vie intérieure. C'est-à-dire ce qui va s'ouvrir ou se fermer à l'autre, ce qui va s'ouvrir ou se fermer au monde. Ces facultés, on peut en identifier 4, qui forment qui se répondent, je vais vous les nommer, hein, puis on va regarder ce qu'on en fait, qui se répondent, mais qui, comme elles sont contextuellement offertes, peuvent d'une façon tout à fait autonome agir en nous sans que nous ne soyons fondés à pouvoir en faire quoi que ce soit. Au moins intellectuellement, vous me comprenez. Hein, je vais vous donner maintenant la chose. Une de ces facultés est celle de la perception. On perçoit, il nous est donné de percevoir, et on a plein de sens pour ça. Par nos sens, le monde s'offre à nous. On pourrait le dire comme ça. Ça nous est donné. On peut bien être aveugle, comme, je sais pas, Jacques Lucéran ou d'autres que vous connaîtrez, n'empêche qu'il y a tout un tas d'autres sens. Et que même là, le sens de la vue peut être comme vécu à travers d'autres sens. En tout cas, nous avons des sens. Ces sens, là je vais vous parler de la mécanique, hein, comprenez, ce qui vient du passé. Les sens, mécaniquement, vont avoir une influence directe sur notre état intérieur. C'est-à-dire que ce soit très subtil ou pas, qu'on regarde une couleur rouge, bleue, verte, qu'on ait une odeur de lavande ou d'éjection canine ou de ce que vous voulez, ça fait dedans quelque chose, un mouvement. On peut ne pas s'en rendre compte vraiment. Quand on regarde un bleu ou un rouge comme ça, superficiellement parlant, on n'aura peut-être pas senti la différence. Mais toutes sortes de choses sont perçues. Je ne vais pas vous faire un grand tableau, je pense que vous avez compris. Dedans, ça bouge. Donc, il y a comme une première action qui est mécanique. Quand je dis mécanique, je le dis au sens de Gandhi. C'est-à-dire, quand Gandhi parle de mécanique, il dit que c'est ce qui se vit et qui nous agit. C'est-à-dire, nous ne sommes pas acteurs, nous réagissons. Hein. Mécanique au sens où nous ne sommes pas fondés en nous-mêmes. Je le répète encore une fois. Nos perceptions mécaniquement agissent sur notre état intérieur. On va dire, pour faire simple, sur nos sentiments. C'est simpliste, mais c'est pas faux. Les sentiments nous sont donnés. Plus exactement, il nous est donné d'avoir des sentiments. C'est une autre chose. Et les sentiments, c'est-à-dire cette oscillation qui va être comment dire, cette oscillation d'un espace intérieur entre dehors et dedans va agir mécaniquement, encore une fois, sur autre chose, qui est notre faculté de jugement. C'est-à-dire que j'ai des sentiments, et ces sentiments vont influencer ma façon de me saisir de ma faculté de jugement. C'est une chose que j'aime bien, elle est bonne, par exemple. Une chose que j'aime pas, elle est mauvaise. Je ne dis pas que la faculté de jugement soit un mauvais truc, ça appartient à notre vie intérieure, c'est juste essentiel. Mais ce que je parle, c'est de la mécanique. Les perceptions agissent sur les sentiments agissent sur la faculté de jugement. La faculté de jugement, nous permet naturellement de mettre des, mettons, représentations les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'associe, n'est-ce pas? Donc notre faculté de jugement va mécaniquement agir sur notre façon d'associer les événements, les perceptions avec des souvenirs, etc. Ça va toujours? Et enfin, cette association d'événements, de représentations, ce qu'on veut, va influencer grandement nos perceptions. C'est-à-dire que
les choses que l'on voit, mettons, je sais pas, moi je vois là devant moi une caméra avec un petit bouton rouge qui clignote, ça me fait penser à un détecteur d'incendie que j'ai vu au Québec. Vous comprenez? Bon, ça n'influence pas énormément la perception, mais n'empêche que si, on peut bien imaginer que si je vois bien ce détecteur d'incendie, je vois plus ce qui se passe devant là. Je suis pris avec mon souvenir. Je vais interpréter ma perception d'après mon souvenir. Donc, les perceptions agissent sur les sentiments, qui agissent sur la faculté de jugement, qui agissent sur la façon d'associer les représentations, qui agissent sur la perception, qui agissent sur les sentiments, etc. Et on a un cercle vicieux qui peut s'installer mécaniquement, naturellement. Ce cercle vicieux est à l'origine de toutes sortes de considérations psychologiques que connaissent très bien les psychologues. En fait, on pourrait dire que toute la psychologie s'occupe de tout ce cercle vicieux-là, en essayant d'apporter, de façon à sortir de certains cercles vicieux qui sont connus, il y a des biais de confirmation, il y a toutes sortes de choses comme ça, d'apporter de nouveaux points de vue, c'est-à-dire d'influencer ou d'orienter la faculté de jugement de façon à sortir pendant un temps de ce cercle vicieux. Ce cercle vicieux, vous imaginez bien que si on le laisse comme ça, comme on le fait très naturellement, ça va être difficile de voir quelqu'un justement, parce que la perception de l'autre sera pleine de mon arbitraire. Alors, j'en viens maintenant aux enfants. Les enfants, pour faire simple, parce qu'on pourrait détailler ça année après année, on pourrait surtout apprendre à le percevoir, comme avec la démarche Chaluteau, pour chaque enfant individuellement. Mais globalement, dans le cadre de cet apport de ce soir, globalement, il se passe quand même des choses assez particulières pendant toute l'enfance, n'est-ce pas? Et des choses qui ne sont pas les mêmes quand on a 4 ans ou quand on en a 15. Je pense que ça n'aura échappé à personne. Et dans la petite enfance, il y a comme un lieu d'épreuve. C'est-à-dire, il y a dans la petite enfance quelque chose qui est l'enjeu de l'éducation. Et puis, à l'école primaire, il y aura autre chose qui sera l'enjeu de l'éducation. Un autre point de ce que je viens de nommer dans ce qui se met en place, parce que ce cercle vicieux se met en place. Mais ce cercle vicieux dont je parle d'un point de vue intérieur, c'est beaucoup plus large que ça. Bref, j'en parlerai encore. Après la primaire, donc on appelle ça ici le secondaire, un autre point va être un enjeu éducatif. Et enfin, dans l'âge des apprentissages, le 4e. On a comme ça toute une période de la vie qui est la mise en place de tout un décor qui, en définitive non, ouais, je suis peut-être, ou finalement, ça revient au même, qui finalement va aussi nous permettre de fonctionner mécaniquement dans ce cercle vicieux dont je vous ai parlé, qui est vachement pratique quand même, parce que quand je conduis, je ne vais pas réfléchir à chaque fois à plein de choses, hein. Il y a des automatismes qui se mettent en place. Mais tout ça se met en place pendant une longue partie de la vie qui dure de 0, 7, 7, 14, 14, 21, 21, 28 ans, qui dure comme ça 28 années. Je sais qu'il y a plein de façons de voir la biographie, il y a plein de façons de penser à ça, n'empêche que de ce point de vue, du point de vue du « je suis » qui va venir s'installer là, c'est 28 ans, grosso modo. Alors, prenons le petit enfant par exemple. Le petit enfant, et on est bien d'accord qu'un petit enfant de 3 mois et un petit enfant de 5 ans, il y a encore plein de choses qui se sont passées. Mais globalement, dans toute cette période-là, on assiste à quoi? On assiste à un espace intérieur qui n'est justement pas intérieur d'abord. C'est-à-dire qu'il y a toute une relation au monde qui va faire un chemin vers « je m'intériorise ». Quelque chose va venir se centrer. Il y a un état d'absolue ouverture, mais même ouverture ne va pas comme terme, parce que pour être ouvert, il faudrait d'abord avoir été fermé. En fait, un état périphérique qui, d'année en année, on va assister à ça, va venir
se centrer sur justement un monde intérieur qui pourra s'ouvrir et se fermer. C'est-à-dire que pendant toutes ces années-là, l'enfant est bougé comme de l'extérieur, avec des nuances d'année en année, bougé comme de l'extérieur à travers ce qui un jour sera cet espace intérieur capable de s'ouvrir et de se fermer à l'autre. Ça va comme ça ? Ce qui un jour pour nous, devenu, bon, même avant d'être adulte, mais en tout cas quand on est adulte, est je m'ouvre et je me ferme. Sympathie, antipathie. Et l'enfant, vous vous souvenez, tout à l'heure je disais, les perceptions agissent sur les sentiments. Vous vous souvenez de ça ? L'enfant, en fait, qu'est-ce qu'il cherche ? Il est comme pris dans les vents. Je prends cet exemple, cette image. L'enfant est comme nous tous qui serions sur une plage de Bretagne, par grande marée, vous savez, dans les vents. On est pris dedans, et qu'est-ce qu'on cherche ? Une stabilité. On aimerait bien qu'il y ait quelque chose, comme une ancre sous un bateau, vous voyez, comme quelque chose qui fait qu'on puisse se tenir sur terre, planter ses jambes au sol, et dire « je suis là ». Je ne suis pas pris par tout ce qui se passe autour de moi. Le petit enfant est comme un marin qui n'a pas encore trouvé sa quille ou son pied marin. C'est-à-dire qu'il est en train de chercher du solide. Moi, je le dis comme ça. Son corps physique n'est pas fini. C'est comme si le bateau n'était pas construit, pas complètement. C'est comme si le bateau était encore à venir. Le talent de l'acteur qui s'approche, on pourrait le nommer comme la terre. Quelque chose de la terre, solide, structuré, est en train de s'approcher tout doucement. Ça va ? Et effectivement, le corps va se solidifier, les tissus réticulo-endothéliaux vont solidifier, les os, etc. Ça, c'est ce qu'on voit en gros. Mais le corps physique va être terminé vers 6 ans et demi, disent le neurologue, avec les voies pyramidales. Enfin, ça met du temps, un corps physique, à se terminer. Mais si je dis tout ça, c'est parce que si on comprend que l'enfant est en train d'agir depuis l'avenir à travers quelque chose qui pourrait s'appeler stabilité. Stabilité grâce au corps physique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour un éducateur d'exercer, c'est l'éducation de l'éducateur, d'exercer la stabilité, puisque c'est ça dont a besoin l'enfant. Qu'est-ce qui se passe quand nous ne sommes pas stables ? Alors, je répète, la stabilité, ça a à voir avec les sentiments. Hein. La stabilité, ça a à voir avec ce qui va agir sur les sentiments. Quand je dis que ça a à voir avec les sentiments, ça agit sur les sentiments. C'est ce qui va agir sur les sentiments. Les perceptions agissent sur les sentiments, je vous disais tout à l'heure. Il y a des personnes qui vont se stabiliser en fixant un coin. On connaît ça. Quand on est complètement chamboulé, on peut devenir complètement fixe dans son regard. Il y a comme une tentative de se stabiliser. Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas stable dans nos sentiments ? Si on regarde un peu se dérouler, on va s'apercevoir qu'il y a plein de points importants dans l'éducation. Je vous le fais rapidement. Imaginons un adulte qui est complètement chamboulé par une relation. C'est-à-dire qu'on s'est ouvert, sympathie, puis on s'en est pris plein la figure. Okay ? Si on est stable, ma foi, ce n'est pas agréable de s'en prendre plein la figure, mais on ne va pas pour autant tomber. C'est-à-dire qu'on va retrouver en tout cas son équilibre. On peut tomber, mais on va retrouver son équilibre. C'est-à-dire qu'on est fondé en soi-même du fait de cette stabilité, donc on ne va pas rester un temps éternel à dire que l'autre, et à cause de l'autre, et je ne sais pas quoi de l'autre, on a perdu sa stabilité, si on est stable. Mais si on ne l'est pas, ou plus exactement, si on cherche encore cette stabilité, comme le fait le petit enfant, que se passe-t-il ? N'ayant pas cette stabilité, on va chercher à se stabiliser. Hein, quand on n'est pas stable, si le marin n'est pas stable sur son bateau, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'agrippe au bastingage. Quand on n'est pas stable, on cherche à se stabiliser. Et ce qui nous stabilise, c'est justement, par exemple, la sphère perceptive. C'est par exemple
c'est par exemple tout ce qui va permettre de percevoir des formes claires, un tableau avec ses carrés, etc. C'est notre analyse. On va se stabiliser en analysant et en percevant. Notre travail analytique est une tentative de stabilisation de notre espace intérieur. Je continue un peu. Je ne le ferai pas pour toutes les septaines parce que ça va nous prendre longtemps, mais je voudrais juste que vous voyez la démarche. Imaginons quelqu'un donc chamboulé, qui s'est stabilisé, comme accroché au bastingage, en fait accroché à son analyse. Il est devenu froid, professionnel, tranquille, parce que 1 plus 1 égale 2, et puis là, ça peut bouger ce que ça veut, mais au moins... D'accord? On monte là-haut. On voit bien, si ça vous est déjà arrivé, ça... je veux dire, on s'est fixé sur un truc, mais ça bouge tellement dedans qu'on va changer de prise. Hein. C'est le bastingage, ok, mais j'ai quand même le mal de mer, je vais m'accrocher plutôt ici. Puis... C'est-à-dire qu'en fait, on va, pour se stabiliser toujours mieux, réassocier de nouvelles pensées. On va renforcer cette stabilisation. C'est comme si on avait un petit château de sable, ici, et puis ça s'effrite. Alors je remets un petit peu d'eau dedans pour le tenir, puis ça s'effrite. Alors je remets un petit peu d'eau dans mon château de sable. Vous voyez, on remouille la chose, on réassocie, on va chercher d'autres référentiels, on va chercher d'autres souvenirs, d'autres pensées, d'autres observations qu'on a prises. On va associer des choses les unes avec les autres pour se stabiliser toujours plus. C'est le petit vélo dans la tête la nuit. Le petit vélo dans la tête pendant la nuit est une tentative de renforcer la stabilisation qui ne tient plus. Ok ? Maintenant, le petit vélo, c'est un renfort, mais c'est quelque chose dans cette mécanique où, de nouveau, on n'est pas fondé en nous-mêmes, c'est juste une stratégie naturelle. Le petit vélo, qui est bien ennuyeux, là, à un moment, il vélote plus bien, quoi. Je veux dire, ça patine, hein, c'est un peu comme dérailler. On peut bien faire quelque chose, il n'y a rien qui avance. Donc, il y a une troisième affaire qui va s'en venir, qui est notre faculté de jugement va être mise en place, notre faculté de jugement. C'est-à-dire que j'ai été blessé, mettons, chamboulé, voilà, je suis monté là, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de réfléchir, puis ça ne marche pas, et puis je m'énerve, tout simplement. Je juge, l'autre est complètement idiot, de toute façon, je me l'étais bien dit, voilà, ça me le confirme. Je vous le fais simple, on peut sauter une étape, hein, mais en gros, c'est cette boucle qui se passe. Quand je décris ça, c'est un fait, je dirais, c'est quasiment de la psychologie de Katsu, ce que je vous fais là. Mais en partant comme ça du sentiment déstabilisé, où on cherche à se stabiliser, on renforce la stabilisation, et on part dans une faculté de jugement qui essaye de tenir l'ensemble, on a décrit des points très importants à connaître, parce qu'à ce moment-là, on va voir aussi où est la pédagogie. Regardez. Ça, ce que je vous ai décrit, c'est chez l'être humain, standard, adulte, ce qui peut se passer. D'accord ? Le petit enfant, lui, il est en train de chercher sa stabilité. Il est en train de la chercher. Donc, s'il est en train de chercher sa stabilité, l'espace que je vais offrir à l'enfant pour qu'il la trouve ne va sans doute pas être un espace qui parle de bastingage. Parce que si on parle du bastingage, on parle à quelqu'un qui ne peut pas être stable. Ok ? C'est-à-dire que l'analyse, la perception fine et l'analyse, ce qui est fin, la motricité fine d'abord, l'analyse, etc., si on insistait là-dessus, on insisterait sur l'endroit où on se trouve quand on n'est pas stable. Ça veut dire qu'on ferait tout pour que l'enfant ne découvre pas cette stabilité intérieure. Vous saisissez ? Il y a un endroit très important à voir, c'est que tout ce qui va aller, enfin je le fais un peu d'une façon péremptoire, mais j'essaie d'aller vite et de ne pas dire trop de bêtises, mais tout ce qui va aller dans je
je renforce la faculté de perception précise, la motricité fine, directement, j'entends, hein, directement, de l'enfant, etc., c'est faire le jeu de « je ne suis pas stable ». Mais il y a d'autres points. Il y a en particulier un point qui renforce ça. Je vous ai parlé de « je me stabilise », enfin j'essaie de me crisper, puis après, je vais faire tout un tas de liens de façon à renforcer ma stabilité. Vous vous souvenez de ce que je disais? Ça, ces liens que je fais, c'est du pareil que je mets avec du pareil, et du pareil que je mets avec du pareil. Ça va agir sur le corps physique sans que la pédagogie agisse directement dessus. C'est-à-dire qu'il va y avoir un endroit très important de l'éducation qui va être « je t'offre du pareil, toujours pareil », ça va agir sur ton corps sans qu'on agisse directement dessus. Saisissez encore un peu? Le pareil, toujours pareil, par exemple, c'est du rythme. On va agir rythmiquement avec l'enfant. On se lève à peu près aux mêmes heures, on se couche à peu près aux mêmes heures, on mange à peu près aux mêmes heures, on raconte la même histoire pendant quelques jours. Comprenez, il y a un rythme qui s'installe. Et ce rythme va agir sur le bastingage, j'aimerais dire, on va dire sur le corps physique. Le rythme va agir sur le corps physique, va être favorisant pour le corps physique, va être favorisant pour développer une motricité fine, va être favorisant pour développer une perception fine, va être favorisant pour structurer le corps physique, pour que le corps physique devienne un bel espace bien délimité pour l'espace intérieur, mais sans agir directement dessus, parce que si on agit directement dessus, en gros, on dit à l'enfant, tu n'es pas stable. Vous voyez ? Il y a plein d'autres points, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire là tout autour. En fait, j'en ai dit à peu près un 8e, mais je ne vais pas le développer plus. Simplement, vous voyez que ça, c'est ce qu'on peut comme analyser de la situation de l'enfant. Et on peut comprendre, étape par étape, où sont les points importants de l'éducation. Ça, c'est extérieur, ce que je vous ai dit. C'est complètement extérieur. Mais en fait, l'essentiel de l'éducation n'est pas là. Ça, c'est important, c'est le contexte. C'est le contexte éducatif qui peut concevoir qu'on ne va pas faire du forcing dans « regarde, enfile des perles », mais qu'enfiler des perles, ça viendra tout seul si on est très attentif au rythme, par exemple. Mais c'est le contexte. En revanche, ce qui est essentiel, c'est de ne pas oublier un truc. C'est que comme éducateurs, parents, profs, ce qu'on veut, nous sommes nous-mêmes l'acteur dans un certain décor, n'est-ce pas? Nous tous. Si notre acte est fondé si nos actes sont fondés, c'est-à-dire si nous arrivons à découvrir cet espace de liberté qui va avec « je me lie complètement, inconditionnellement et sans attente particulière ». Donc je suis complètement avec ce qui se passe maintenant, là. Ce qui ne veut pas dire que j'oublie avant et après, mais que tout est là. Tout l'essentiel est là. Alors, l'enfant, les enfants sont comme sur la scène de mon décor. C'est-à-dire que si les enfants me posent des questions éducatives, si je me pose des questions éducatives au sujet de ces enfants, si je ne sais pas peut-être à un moment comment faire, si peut-être même je dis, tiens, il y a petit Paul ou petite Jeanne là qui me pose problème. En fait, je suis comme l'acteur qui apprend à se lier à des accessoires ou à des partenaires de jeu. Quelles sont mes dispositions pour pouvoir rencontrer ça, pour commencer mon jeu avec eux? Alors on voit qu'il y a un endroit très particulier, c'est que dans la petite enfance dont je viens de parler très brièvement et largement, il y a une chose qui est essentielle, c'est la stabilité. Donc comment est-ce que je vais découvrir, comment je l'exerce aussi, cette stabilité qui me permet justement d'offrir à l'enfant le contexte dont il a besoin pour ne pas chercher lui-même à se stabiliser dans la tête. Ok ? La stabilité, par rapport au monde intérieur, elle nous pose question à tous. Alors pour certains, c'est juste un point d'épreuve particulier. On a tous des points d'épreuve très individuels, mais c'est un de ces quatre-là. Mais en tout cas, on connaît tous ça. Je veux dire, on s'ouvre, on se ferme. Okay ? On peut être ouvert et puis on se méfie parce qu'on peut se faire blesser, etc. On a tous connu un truc essentiel, c'est qu'on peut avoir un bon ami, une bonne amie,
partenaire, un enfant, je ne sais quoi, qu'on aime bien, et puis de temps en temps, il nous embête, n'est-ce pas? Forcément, puisque notre vie des sentiments, comme toute autre chose, se vit chronologiquement d'abord, puisque ça nous est donné d'avoir des sentiments, et bien forcément qu'un moment c'est bien, un moment c'est pas bien, un moment c'est bien, un moment c'est pas bien. C'est impossible d'avoir quelqu'un qu'on aime très fort sans que de temps en temps, ça soit pas aussi fort. C'est juste pas humain. Et la stabilité, elle se joue entre ça. Je t'aime bien, je t'aime plus, je t'aime bien, je t'aime plus. Ça n'a pas besoin d'être complètement excessif. Mais moi, j'ai 4 enfants, je les aime profondément, mais chacun des 4, de temps en temps, me tartre parfaitement. Ça peut durer 2 minutes, ça peut durer 1 heure. Mais, comment dire, il y a aussi cette sympathie avec l'antipathie, comprenez? Mais simplement, je connais très bien les deux côtés. Eh bien, il y a un exercice que je vous invite à faire, qui est comment est-ce que je deviens présent, comment est-ce que j'invite mon talent d'acteur, j'aimerais dire, à la vie, au sentiment. C'est un des 4 points qui détermine le reste. Comment est-ce que j'arrive à être présent à ça? Comment je serai présent à celui-là, celui-là et celui-là, de façon à être fondé en moi-même, je le répète. Alors pour les sentiments, c'est en fait un exercice tout simple. Vous pouvez penser à une personne que vous aimez bien, et puis vous ferez cet exercice peut-être chez vous, mais ça ne dure pas long de faire l'exercice. Du reste, non, on va le faire maintenant. Et puis pendant 1 minute, c'est en 3 temps. C'est en 3 temps. Pendant 1 minute, il va se passer quelque chose, je vais vous dire quoi. Pendant la deuxième, autre chose. Et puis la troisième, ça sera la synthèse. En fait, vous voyez, si on est chronologique, le jour succède à la nuit, qui succède au jour, qui succède à la nuit. Je t'aime bien, je t'aime pas, même si c'est petit, grand, on s'en fiche, mais je t'aime bien pendant certains moments, je t'aime pas pendant d'autres, ça se succède. Il fait froid, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud. Il y a l'hiver, il y a l'été. Tout le temps, ça succède tout le temps comme ça. Le moment où l'acteur incarne son talent est complet, inconditionnel et sans attente. Okay? Ça veut dire qu'on n'a pas un peu le talent d'être stable, on l'a ou on l'a pas à ce moment-là. C'est du reste jamais définitif, mais dans ces moments-là, je les trouve. Okay? Exactement comme le funambule, il n'est pas un peu en équilibre sur son câble, il l'est ou il l'est pas. Une femme n'est pas un peu enceinte, elle l'est ou elle l'est pas. D'accord? Il y a des choses comme ça. Eh bien, exactement comme le funambule exerce la stabilité sur son câble, et que quand il l'exerce, il est maintenant en train de le faire, pas pour plus tard, c'est juste maintenant qu'il veut essayer de ne pas se casser la figure, cet exercice est également un « je vais me tenir entre la gauche et la droite », entre « je me casse la figure et la lévité ». En fait, en gros, c'est la gauche et la droite là qu'on remarque sur un câble de funambule, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais là, c'est pareil. On va se tenir avec la gauche, avec la droite, et ensuite les deux ensemble. Donc pendant 1 minute, pensez à quelqu'un que vous aimez bien, et vivez avec cette affaire qui est on va le prendre dans quel sens? Je vais prendre comme ça. Qui est je l'aime. Ou ça peut être un enfant, je l'aime ou cette personne me touche. Les deux vont. Enfin, c'est cette ambiance-là. Restez avec ça 1 minute et goûtez comment ça fait dedans. Ne raisonnez pas à ce sujet. Vivez-le. Juste, je l'aime, cette personne me touche. 1 minute.
Voilà. Vous pourrez le refaire chez vous, mais en tout cas, quelque chose se passe. Maintenant, dans cette deuxième minute, la même personne. Qu'est-ce qui se passe si vous dites cette personne, je ne sais pas, m'énerve, j'aime pas. Là, il y a des moments où j'aime pas. Il y a des moments où j'aime pas. C'est pas forcément grand, enfin, je vous souhaite, mais ça existe. Dites-vous ça juste, j'aime pas là. Comment ça fait dedans? Encore une minute. Voilà. Je répète, vous pourrez le refaire chez vous, mais ce sont deux expériences qu'on peut prendre, qu'on pourrait prendre dans l'autre sens. Je me sens perçu, je me sens pas perçu, je me sens aimé, je me sens pas aimé. Maintenant, ces deux expériences sont comme deux notes qu'on vient d'entendre l'une après l'autre. Comme si on entendait un do puis un mi. Peut-être que le do était très fort puis le mi tout petit, ou l'inverse. Dans un troisième temps, maintenant, essayez de laisser résonner ces deux affaires ensemble. Vous restez avec ces deux expériences ensemble. Essayez de vous les remémorer ensemble. Essayons, une minute. Voilà. Pour ceux qui auront dans ce contexte-là, pas superbement intime, mais réussi à percevoir quelque chose, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Je devrais le reformuler pour des raisons acoustiques et de micro, mais est-ce que quelqu'un aimerait dire quelque chose à ce sujet? Oui? Première minute, c'était beaucoup de chaleur et de couleur. Et une proximité très grande. Deuxième minute, c'était noir et blanc.
fermé, j'avais pas de contact avec la personne. La deuxième minute, c'était noir et blanc, fermé, pas de contact avec la personne. Et un sentiment d'échec. Un sentiment d'échec. Ouais. Troisième, c'était un papillon qui fermait, qui ouvrait les ailes. Donc c'était vraiment les deux en même temps, mais dans un mouvement qui continuait. La troisième minute, c'était comme un papillon qui ouvre et ferme les ailes, donc comme un mouvement qui continue. Toi-même, là-dedans, tu te sentais comment? Moi, j'étais au milieu de ce pliage-là qui s'ouvrait et qui se fermait. Et c'est comment comme... C'était un bon sentiment de mouvement, de vie. Moi, j'étais au milieu de ce pliage d'ailes de papillon qui s'ouvre et qui se ferme, un bon sentiment de vie. Dans cet exercice, l'attention que l'on porte à des sentiments opposés s'appelle stabilité. L'attention que l'on porte n'est pas la synthèse des deux, ce n'est pas le mélange des deux, du reste un do et un mi ne se mélangent pas, on les entend ensemble dans un intervalle. Et cette attention que l'on porte à l'intervalle entre ces deux sentiments opposés est stabilité. C'est donc comme la stabilité du funambule qui, entre la gauche et la droite, vit les deux en même temps. Évidemment que ça peut tanguer un peu, mais reste la stabilité, comme l'axe de la balance. Ça peut tanguer de chaque côté, mais l'axe est là. Et les deux côtés sont ensemble à ce moment-là, ensemble au sens où sont réunis dans un tout. Cet exercice, vraiment, pour ceux qui ont affaire à des enfants, peut-être même d'un point de vue professionnel, je veux dire, il y a forcément dans la classe 1, 2, 3, 4 éléments, je ne vous en souhaite quand même pas plus, mais il y a un peu de moutarde qui montonnait, des choses comme ça, vous voyez ? Mais essayez, prenez le temps, vraiment, ce n'est pas un long temps, vous voyez. La difficulté de cet exercice n'est pas que ça prend du temps, c'est juste qu'il s'agit de le refaire, n'est-ce pas ? Pendant quelques temps, quelques semaines. Mais prenez le temps de choisir l'un de ces oiseaux, de sentir, il m'énerve celui-là, comment ça me fait dedans, ça vous le sentez très bien. S'il vous énerve, vous le sentez. Et que ça, c'est une chose, mais il s'agit vraiment de le sentir, comment ça me fait là-dedans. Ça me prend où ? Ça me prend où dans mon corps, par exemple ? 1 minute suffit. De toute façon, il faudra refaire l'exercice tous les jours, au moins une fois. Mais 1 minute suffit pour bien se le représenter là et le vivre. Et dans la deuxième minute, en fait, s'il vous énerve à ce point, c'est qu'il vous touche aussi. C'est forcé. Ça appartient à la chose. Donc cet enfant me touche. Même s'il m'énerve beaucoup, comment c'est quand il me touche ? Parce que je sens bien qu'il me touche quelque part. Ça me prend où dans mon corps ? Et il ne s'agit surtout pas de se dire ça c'est bien puis ça c'est mal. Je préférerais ça et pas ça. Parce que là, on reste dans quelque chose qui n'est pas fondé en soi-même. On reste dans un contexte qui serait favorable à moi, plutôt que moi qui suis acteur dans ce contexte. Comprenez ? Donc, se tenir entre les deux et découvrir que celui qui est en train de faire l'exercice, c'est « je suis stable dans la vie des sentiments ». Et stable ne veut justement pas dire rigide. Rigide, c'est quand je me stabilise et que j'essaye de faire au mieux avec ça. Et que je vais encore mouliner là-haut. Là, on s'épuise. Être stable, c'est pouvoir rencontrer ce qui se passe. Ce qui ne veut pas dire que la rencontre... Vous comprenez, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, plein de bémols là-dedans, parce que être stable ne veut pas dire non plus je rencontre ce qui se passe et c'est tout chouette et tout cool, et puis ça va continuer. Il y aura d'autres choses qui vont être, qui appartiennent à ça. Être stable ne veut pas dire je continue d'être dans une situation absolument insupportable. Ça veut juste dire j'arrive à rencontrer la situation comme elle est, et non pas comme j'aimerais qu'elle soit, et non pas comme la prolongation de ce qui a toujours été, mais là, maintenant, j'arrive à la rencontrer, ce qui fait que j'arrive à avoir un espace à partir duquel je pourrais librement agir. C'est de cette stabilité-là qu'ont besoin les petits-enfants au jardin d'enfants. L'autorité de la jardinière ou du jardinier d'enfants ou de l'éducatrice de crèche, son autorité, c'est sa stabilité. Sa stabilité, ça veut dire, vous savez, quand moi, n'importe qui, je crois, peut-être non pas n'importe qui, mais pas mal de gens aiment bien être avec des petits-enfants tout doux, tout agréables, etc., qui font des jolis sourires avec des grands yeux humides, n'est-ce pas ? Mais en fait, on est dans la sympathie. Et puis,
vous comprenez, ça sera d'autant plus intense comme ça qu'il y en a d'autres, ceux qui ont le nez qui coule, vous savez, puis qui sentent mauvais derrière les oreilles, ceux-là, moins. Okay. Quand on est stable, on peut offrir un câlin sans se savourer soi-même dans le câlin. On est complètement avec l'enfant. On n'est pas soi-même en train de dévorer l'enfant. C'est ça, cette stabilité-là, c'est exactement ce qui permet à l'enfant, depuis l'avenir, d'advenir au mieux dans ce contexte, sans avoir besoin soi-même de se stabiliser et donc de venir bloquer des sentiments, devenir complètement aigu dans ses perceptions, à ne plus pouvoir habiter son espace intérieur, si on caricature un peu. La stabilité, comme je disais tout à l'heure, c'est comme l'axe de la balance. En fait, ce n'est pas un truc ici puis un truc là, c'est une balance. Donc, les choses s'appartiennent, c'est un. La stabilité, c'est un. L'autorité de la jardinière d'enfants, du jardinier d'enfants, de l'éducateur de la petite enfance, mais évidemment que les parents sont dedans, hein, excusez du peu, c'est la ronde que l'on offre, c'est stable. La ronde des enfants, l'unité de lieu, c'est dans un lieu qu'on vous accueille. Ce n'est pas une salle polyvalente, un jardin d'enfants, c'est un. On est une ronde. La jardinière est stable dedans, elle s'exerce à ça. Et elle va agir sur les rythmes là-bas de l'autre côté, comme je vous disais. Vous voyez, il y aurait plein de choses à raconter. Mais cet exercice de stabilité est un des 4 fondamentaux qui permet l'éducation de l'éducateur, en fait, qui permet d'offrir un espace dans lequel l'enfant va advenir. Et à ce point de mon petit apport, je vais regarder l'heure, parce que j'en ai aucune idée. J'ai jusqu'à quelle heure? Non, ça va. Enfin, ok, en tout cas, je n'ai pas juste 3 minutes. Je peux continuer encore un petit peu? Ok. L'enfant, donc, quoi qu'il en soit, va avoir... Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais continuons comme ça, faisons un survol. L'enfant, à un moment, a justement un corps qui est mûr, physiquement mûr. Toute sa vie, toute notre vie, nous tous, nous sommes en quête d'être présents à notre contexte, tout le temps. C'est-à-dire que l'enfant a mis en place un décor dans lequel toute sa vie, il apprend à se saisir de soi-même quelque chose qui permet justement de rencontrer le monde, les autres, l'univers, etc. Ça se fait de plein de façons différentes dans toute la vie. Il y a tout un tas d'aspects qu'on pourrait raconter, mais qui déborderaient complètement le cadre de cet apport. Mais ce qui est sûr, c'est que toute notre vie, on pourrait dire que ce talent que l'on peut appeler ici stabilité reste à venir. C'est-à-dire qu'il est présent, mais il n'est jamais définitivement présent, donc toujours de nouveau, comme le funambule, on apprend à être présent à la vie intérieure et à je m'ouvre et je me ferme. Maintenant, la chose a été mise en place dans notre vie, on reviendra dessus, on va s'appuyer sur cette affaire-là. Mais la chose étant mise en place, on arrive dans une autre perspective. Maintenant, l'enfant a, vu son corps physique mûrir. Toujours est-il que quand on regarde un enfant de 6 ans, 7 ans, 6-7 ans, là c'est un tout autre enjeu qui va maintenant arriver. C'est tout autre chose dans mon affaire là, de ce qui pourrait rester un cercle vicieux. C'est que ce n'est pas par rapport aux sentiments qu'il s'agit de devenir stable, c'est maintenant les perceptions qui vont nous intéresser. Un enfant de 6-7 ans, vous l'aurez remarqué, il est quand même bien dégourdi déjà dans ses perceptions, il y a plein de trucs qu'il a compris, n'est-ce pas? Et il va essayer de mettre lui-même un ordre dans tout ce qu'il perçoit. Il se débrouille avec tout ça. Il a ses cartes de Pokémon, il a ses cartes de dinosaures, ses cartes de footballeurs, peut-être pour certains. Pour d'autres, il a ses petites perles qu'il va enfiler sur des fils. Il y a toutes sortes de choses qui sont mises dans des séries que l'enfant excelle à ordonner. N'est-ce pas? Collection de timbres, il y a plein de choses. Qu'est-ce que nous montre l'enfant, en fait? L'enfant, il nous montre que
ben maintenant, il a tout un tas de représentations à disposition, il peut reconnaître des choses, il y a vraiment, tout est là, quoi. Tout est là, mais le monde, l'épreuve du monde n'est plus celui de la vie intérieure qu'il va falloir habiter, c'est l'épreuve des perceptions. D'abord, toutes les perceptions sont sur le même plan. Vous savez, naturellement, mécaniquement, nous focalisons. Je vois des visages, je vois cette lumière, je vois tout un tas de choses, et d'abord ça, puis ça, puis ça, puis ça, et on focalise sans cesse. Quand quelqu'un regarde un visage, il y a des outils technologiques qui permettent de voir comment le regard circule. Ce n'est pas une vision globale d'un visage, c'est je vois ce point, puis ce point, puis ce point. Ok, c'est normal, c'est notre condition. Maintenant, imaginez, vous avez plein de points à regarder. D'abord, tout est sur le même plan. Vous rentrez le soir à la maison, n'est-ce pas? Mettons pour ceux qui en ont ou qui en ont eu. Vous rentrez le soir à la maison, ou remarquez, on peut avoir. Vous avez ou vous avez eu à la maison des enfants, mais ceux qui n'en ont pas eu, vous avez ou vous avez eu des chats, ou vous avez eu je ne sais quel truc qui peut vous mettre la maison en bazar, oui. Donc vous rentrez à la maison, et puis il y a eu plein de choses à gérer, ceci, cela, les fax, les mails, le téléphone, les trucs. Ouais, c'est aussi des informations, plein de choses, toutes sur le même plan. Puis vous arrivez, puis il y a les enfants tout joyeux, qui disent « Ah, je t'ai fait un gâteau au chocolat ». Il y a le chocolat sur le rideau, il y a la farine sous la table, il y a le gâteau dans le four qui est déjà en train de carboniser. Oui, ça. C'est tout sur le même plan. C'est « Waouh, je commence par où ?» Vous saisissez? Bon. Un enfant de 6-7 ans, il serait en disposition de devenir comme ça. C'est-à-dire que je commence par où, quoi? Je vois ça, il y a même des dessins qui pourraient, si vraiment on va jusque vers là où la nature nous pousserait, si on n'arrive pas à être présent, qui vont, je ne sais pas, on va dessiner très longuement l'œil du cheval, mais le cheval, on l'oublie. Hein, enfin, on peut aller jusqu'à focaliser complètement sur quelque chose. Ce qui manque, c'est cette disposition de pouvoir prendre du recul pour observer l'univers et avoir une profondeur dehors qui réponde à une profondeur dedans. C'est-à-dire que, vous voyez, vous allez à une exposition de peinture, vous voyez un magnifique Rembrandt. On peut très bien m'approcher du Rembrandt, puis regarder là le petit machin. Ah ouais, tiens, il y a un petit machin. Oh, ça, ce petit jaune, là, je l'aurais enlevé, moi. Ça me dérange un peu. Faites pas ça, hein, parce que ça coûte vachement cher, un Rembrandt. Mais il y a quelque chose qui dérange. Si on focalise, on est dérangé. L'autre jour, on regardait un coucher de soleil, et puis il y avait une dame qui était là, qui regardait le même coucher de soleil, puis qui disait « Ah ben heureusement qu'il y a des champs de colza, parce que en fait, ça serait trop terne sinon. » C'est-à-dire que cette dame est en train d'organiser le paysage. Vous comprenez? Je ne lui fais aucun reproche, c'est humain. J'en fais autant. Tout le monde en fait autant. C'est notre nature. Notre nature conditionnée par le passé. C'est là où on n'est pas fondé en nous-mêmes. Hein. J'ai une de mes filles qui a étudié la photographie. Tu as un visage là, puis bon, Photoshop. Hein, donc c'est un joli visage, mais là il y a cette petite ridule, on va l'enlever. Là, ce petit bouton, on va l'enlever. Puis de loin en loin, en fait, le visage ne ressemble plus à rien si on n'a pas la sensibilité pour, n'est-ce pas? Alors qu'en fait, si on arrivait à voir cette petite ridule, certes, précisément, et le regard, précisément, et le bout du nez, et tout, précisément, en même temps, pas chronologiquement d'un point à l'autre, comme notre condition nous conditionne de le faire, mais d'être présent à ce décor-là, complètement. Qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que le visage est beaucoup plus grand et profond que la somme de tous ces détails. N'est-ce pas? Imaginez quelqu'un qui n'est pas cette profondeur-là. Plus exactement, la profondeur est à venir. Je ne sais pas comment l'exercer. J'ai plein de détails et je vais mettre mon ordre à moi dans ces détails.
Mon arbitraire va ranger tout ça. Et c'est vachement important que les enfants apprennent à le faire parce qu'ils mettent en place leur décor. Range ton pupitre. OK ? Écris sur le cahier, pas sur la table. Enfin, il y a un certain ordre. Voilà. Mais vous voyez que quand on n'a pas cette profondeur, donc on va chercher à mettre soi-même de la profondeur. C'est ça que je dis. Tout à l'heure, quand je n'ai pas la stabilité, je cherche à me stabiliser. Maintenant, si je n'ai pas la profondeur, je cherche à mettre de la profondeur. Moi-même, je range, j'organise. Simplement, j'ai comme vous tous, j'imagine, des chaussettes et des slips. Ce n'est pas une grande révélation. Mais n'empêche que mes chaussettes, j'en ai quelques-unes qui sont blanches, d'autres qui sont marrons, d'autres qui sont noires, et j'en ai quelques-unes qui sont bleues. Et puis j'ai des slips, figurez-vous, qui sont gris. Je me livre, hein, c'est très intime. J'en ai un blanc, bref, vous voyez qu'il y en a des couleurs différentes. Qu'est-ce qui fait que je vais ranger? Par exemple, je pourrais choisir de ranger les slips blancs avec les chaussettes blanches. OK? Et puis les gris avec les chaussettes grises. J'ai pas de slip noir, peut-être que les chaussettes noires, je sais pas, je verrai ce que je fais. Mais en tout cas, ça serait un critère. Ou alors que je vais ranger les chaussettes ensemble et puis les slips ensemble. Enfin, je vous la fais courte. Il nous faut un critère pour organiser le monde. Donc, j'ai des perceptions, je n'ai pas la profondeur qui me permet de contempler le phénomène qui s'adresse à moi. Donc, je range moi-même tout ça selon certains critères. Il y a des gens qui en font le boulot, hein, leur métier. Sur Internet, vous trouvez des tutoriels, comment ranger votre maison. Maria Toum a fait ça d'une façon magnifique pour le jardin. Il y a des jours feuilles, des jours fleurs, tout ça. Elle est une référence pour organiser le jardin. OK ? Il y a un quatrième point, je le saute parce que ça va être trop long, mais ça suffit. Eh bien, voyez-vous, c'est pareil que dans la première affaire. Les enfants qui n'ont pas cette profondeur vont donc chercher à mettre de la profondeur. Mais si la pédagogie consistait à dire aux enfants, organisez votre pupitre, organisez votre feuille, rangez vos affaires à cet âge-là, en fait, on est en train de les mettre là où on organise le monde quand on n'a pas de profondeur. Vous comprenez ? Ça les solliciterait de telle façon qu'ils ne trouveraient pas cette profondeur intérieure. On pourrait dire que c'est antipédagogique. En revanche, il y a un critère là-haut. Et le critère, c'est là où va agir l'éducateur. De même que dans l'affaire d'avant, c'était le rythme. Là, c'est les critères. C'est « je suis une autorité qui va te dire comment tu ranges ton bureau, comment tu fais ça, comment, qui va te donner l'orientation pour ça. » C'est-à-dire qu'on va agir indirectement sur l'organisation du monde. Et ça se fera parce que l'autorité du professeur, à ce moment-là, n'est pas... Enfin, certes, c'est pas mal s'il est stable aussi, mais ça a à voir avec la profondeur des choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que le professeur, il y a des exercices pour ça, je vais vous en proposer un, mais le professeur, l'enseignant, le parent, pourrait être une personne qui, comment dire ça, qui perçoit, on va voir comment, hein, mais de facto, c'est qui perçoit les liens entre les choses. Non pas les liens que je fais arbitrairement, mais il y a des liens entre les choses du monde. Je les vis. Je perçois, par exemple, c'est pas trop compliqué, que l'alvéole de l'abeille est un hexagone. Et que cet hexagone, on peut le penser en mathématiques, en géométrie, en tout cas. Je perçois qu'il y a des liens entre certains aspects qu'on pourra traiter dans une histoire en littérature et puis certains aspects qu'on pourra revoir en histoire. Il y a des liens entre les classes. Quand la 3e classe plante des céréales, mettons, elle va faire ses récoltes en 4e classe et pourra donner les graines à la 3e classe. Il y a des liens entre les professeurs, il y a des liens entre les interclasses, il y a des liens avec les parents d'élèves, il y a des liens entre tout ça. Et le professeur vit tout ça. Ce qui fait que pendant son enseignement, il peut faire des liens, des liens du monde donc, que l'enfant ne peut pas faire lui-même. Et c'est les liens du monde que le professeur fait, qui fait son autorité, et qui lui permet de donner une directive à l'enfant pour ranger son pupitre, organiser son cahier, organiser les cours, ranger la classe. Vous voyez ?
C'est une grande thématique que d'être présent à ses perceptions. Pendant des événements récents, beaucoup de gens venaient à mon cabinet en disant « on ne sait plus qui croire, un tel dit ceci, un tel dit cela ». Je cherche des sources référencées pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, vous savez. Tel média dit ça, tel média dit ça, et puis dans le même média, il y a des gens qui disent des choses différentes. En fait, ce sont des informations, là aussi. On perçoit, là c'est le sens de la pensée, du langage, on perçoit des choses qui sont dites là. Pensées là, déposées là. Et puis c'est un gros fouillis, c'est tout sur le même plan. C'est ce que je vous disais tout de suite. Hein. Alors, soit on va faire comme à chercher un référentiel qui permet d'organiser tout ça. C'est qui dit vrai. On cherche qui dit vrai. Soit on exerce la profondeur intérieure. Les deux ne s'excluent pas d'ailleurs. Mais en tout cas, être dans la profondeur intérieure, ça serait quoi ? Ça serait en fait justement, pendant un temps, ne pas être avec mon arbitraire qui va soi-même organiser ce qui est vrai et faux, selon quoi ? Le jugement, je vous ai dit, il dépend de nos sentiments. Donc, ce type-là, il a une grande barbe, je ne le crois pas. Oui, j'aime pas sa grande barbe, donc il doit dire faux. Ça, c'est des trucs comme ça. Bref, plutôt que de faire ça, on écoute et on perçoit vraiment ce qui est dit. Les faits, on est dans la perception. Qu'est-ce qui est dit ? Pas ce que j'aimerais qu'il soit dit, pas ce que je pense qui a été dit, mais qu'est-ce qui est écrit là, vraiment ? Ou qu'est-ce qui a été dit vraiment ? Puis je le garde. C'est un truc. Donc c'est un focus. Exactement comme la petite ridule sur le visage. Puis il y a un autre type qui dit autre chose. Qu'est-ce qu'il a dit exactement ? Les faits. Puis il y a un troisième qui dit autre chose. Puis un quatrième. Puis le premier dit encore autre chose, qui semble peut-être contradictoire, etc., etc. Vous voyez l'attention que ça demande ? Cette attention-là, si vous le faites, vous remarquerez qu'en fait, les choses entrent en relation elles-mêmes ou pas. C'est-à-dire que la vérité se dégage. Le phénomène se dégage des faits sans qu'on ait à y mettre son petit arbitraire dedans. Mais ça demande une attention vraie. Je vais vous proposer un autre exercice qui est peut-être plus simple, mais qui est comparable, qu'on ne peut pas faire là. Enfin, non, on ne va pas le faire là, mais vous le ferez chez vous, quand vous voulez. C'est la même chose par rapport à l'ouïe. C'est aussi une perception. Vous vous installez quelque part, mettons dans un endroit où il y a des choses à entendre, bien, il y a des choses à entendre partout, mais c'est plus ou moins difficile l'exercice s'il y a peu de choses à entendre. Vous allez par exemple vous asseoir devant la gare de Colmar, et puis vous restez là. Vous restez là pas longtemps, hein. C'est pareil que tout à l'heure, ça dure 1 minute, 2 minutes, l'histoire c'est de le refaire. Pas forcément toujours devant la gare de Colmar, vous pouvez changer les lieux, mais le même exercice. Et l'exercice c'est d'être attentif à ce que vous allez entendre. Quand on écoute les choses, on focalise, je répète. C'est-à-dire qu'on entend, tiens, là-bas il y a un moineau qui chante, puis ah mince, il y a le marteau-piqueur qui fait, là, qui me dérange un peu, mais j'entends le marteau-piqueur. Ah puis tiens, il y a un camion qui vient de passer. Ah puis il y a le haut-parleur dans la gare qui vient de parler, et puis etc., etc. On fait ça tout le temps. Eh bien, tout en faisant ça, soyez attentifs à garder tout ça au présent. C'est-à-dire que maintenant, tout ça se dépose comme dans un panorama. Il y a le Piaf là qui a chanté, ok, il est là, il a déposé sa trace. Un petit peu plus tard, il va chanter par là, mais il était là et là. Puis il y a le marteau-piqueur, qui est peut-être très fort, mais il n'est pas moins ou plus existant que le Piaf qui était là. Je les garde ensemble. Puis il y a le haut-parleur, puis il y a les voitures qui passent. Tiens, il y a un passant qui vient de passer. Et tout ça, un passant qui vient de passer. Et tout ça est ensemble. Quand on fait ça, il suffit de le faire 1 minute, mais tous les jours, on découvre quoi ? Que l'univers est profond. Il y a une profondeur qui s'en vient. Une profondeur qui est à la mesure de la profondeur dedans. Vous pouvez faire le même exercice en écoutant je ne sais quel concert. Écoutez, je ne sais pas moi, ce que vous voulez, ce que vous aimez bien. Et écoutez au moins 2 pupitres ou 2 instruments en même temps. Vous écoutez une passion de Bach, et puis vous écoutez les violoncelles, violoncelles et contrebasses, qui en général ont la même une partition similaire, et puis en même temps vous écoutez les altos, mettons. C'est peut-être compliqué ça, mais en tout cas les violons. Voilà, les violons qui ont plusieurs choses, et puis ça. Mais vous écoutez ça. Naturellement, qu'est-ce qu'on fait ? Perception agit sur le sentiment.
jugement. Perception, sentiment, j'aime bien, puis c'est super, hein, je dirais. J'aime bien, et donc jugement, Bach est quand même un type vachement bien. Voilà. Mais tout en faisant ça, on peut très bien être attentif aux pupitres différents. Et dans cette attention, ce qui se révèle, c'est le phénomène de cette musique-là. On entend la musique. J'ai fait ça pendant des années avec les Beatles. Vous écoutez la basse de McCartney et la guitare de Harrison. Juste cela. Vous laissez la voix de Lennon, la batterie de Ringo Starr, mais après vous prenez la batterie de Ringo Starr, puis vous écoutez la caisse claire, et peu importe, deux choses au moins en même temps. Cette attention-là, c'est un intervalle, et l'attention qui demande à tenir cet intervalle, c'est cette profondeur intérieure. C'est ce qui fait autorité du maître d'école à l'école primaire. Puis on arrive, alors il y aurait beaucoup de choses à dire là aussi, mais voilà, et on arrive à la troisième affaire, où alors là on a un tout autre aspect, un tout autre lieu d'épreuve, une toute autre affaire qui est maintenant que l'enfant, ça commence du reste à chaque fois, il y a des moments seuils comme ça dans ces périodes-là, hein. Il y a 2 ans avant la fin, 2 ans après le début de cette période, mais là ça commence donc 2 ans avant la fin de celle-là, vers 12 ans, mais faisons simple, 14, 21 ans en gros. Là, c'est tout autre chose. Ce n'est pas la vie intérieure qui cherche à se... Enfin, ce qui va être vie intérieure qui cherche une stabilité, ce n'est pas les perceptions qui cherchent une profondeur. C'est maintenant, comment je vais vous dire ça? C'est la conscience de soi, on va dire comme ça, qui a à voir avec la faculté de jugement. La valeur qu'on se donne, la valeur qu'on donne aux autres, la façon dont on a jaugé le prof tout d'un coup, bon, celui-là, il ne connaît rien, voilà, qui est le problème, j'aimerais dire, qui est l'enjeu pédagogique. C'est-à-dire que la nature, notre nature, nous mène à découvrir quelque chose qui est de l'ordre de « je suis puissant, je suis impuissant ». C'est de la valeur, c'est encore du jugement, de valeur morale. Et c'est ni mal ni bien, hein, la faculté de jugement est vachement importante dans la vie intérieure. Mais n'empêche que c'est ce qui est maintenant le décor qui appelle un acteur qui va venir s'en saisir. Vous voyez bien un adolescent, comment ça peut être. Pas besoin de vous faire un dessin. Et on connaît tous ça, adultes, ces moments de puissance et d'impuissance. N'est-ce pas? La puissance et l'impuissance sont alternatives, exactement comme le jour et la nuit. Parfois, on se sent bien avec le truc qu'on a à faire, ouais, c'est bon, j'assure, puis tu entends, waouh, c'est peut-être une chaussure un peu trop grande pour mon pied. Et puis, parfois, ça va un petit peu en alternant très vite, comme cette dame qui me disait récemment, ouais, j'ai un procès avec mon ex-employeur, là, je veux lui faire manger sa casquette, et puis juste quelques secondes après, elle me dit, mais j'ai quand même un peu peur. Non, mais j'ai un bon avocat. Ouais, mais j'espère que ça se passera bien. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a comme un obstacle. L'ex-employeur peut devenir un obstacle que je peux évincer ou qui va me terrasser. Hein. C'est un monde d'obstacles. Comment je fais chemin avec les obstacles? C'est ça la question de l'adolescent. Comment je fais chemin avec les obstacles? Ce n'est pas comment je balaye les obstacles, mais comment je fais chemin avec ce qui se présente et qui pourrait être un obstacle. Quand j'y arrive pas, j'ai besoin d'alliés qui m'encouragent. Si je n'ai pas ce courage d'avancer pas à pas, j'ai besoin d'alliés qui m'encouragent. J'ai les copains, etc. J'y vais toujours un peu moins loin parce que le temps file et puis je vois des visages fatigués. Mais il y a un exercice qui est très simple. Pareil, faites ça. Dans une situation, je me sens fort, je me sens faible. On connaît ça. Dans n'importe quelle situation où vous devez assurer quelque chose, forcément qu'il y a une part de vous qui se sent forte et une part qui se sent faible. C'est impossible autrement. Quand on fait ça, ce qu'on découvre dedans, c'est l'engagement pour la chose. On n'est pas là,
on est attentif à cette balance, et ce qu'on découvre, c'est le courage du pas à pas. Ce que n'ont justement pas les adolescents. Le courage du pas à pas. Je me saisis de quelque chose et j'avance avec, même si ça ne me plaît pas. J'avance avec, je fais la chose. Je rends honneur à la chose qui doit advenir. J'ai un projet, on va avancer pas à pas, il y aura des obstacles, mais on va avancer. Et l'autorité du professeur, c'est justement celui qui est avec pour marcher. Je ne te laisserai pas tomber. Tu peux être un obstacle, tu voudrais être un obstacle pour moi, tu as l'impression que je suis un obstacle pour toi, je ne te laisserai pas tomber. J'avance pas à pas avec toi. Voilà, c'est le troisième exercice que vous pourrez faire. Et puis, je fais super bref la quatrième, comme ça, vous allez pouvoir aller dormir. Mais on est dans l'âge des apprentissages, après. Je disais, stricto sensu, ça se termine vers 28 ans. Mais je m'en souviens bien de mes 28 ans. Effectivement, c'est la fin d'un truc, là. Il y a des apprentissages, où alors là, maintenant, l'enjeu, c'est plus la stabilité dans le monde intérieur, la profondeur par rapport aux perceptions, le pas à pas avec l'obstacle dans un projet, c'est les cycles de la vie, les habitudes, et comment je m'ouvre à la vie dans ce cas-là de nouveau. Comment je trouve la confiance. Comment je me lance. C'est pas que j'ai un projet défini, mais comment j'embrasse cette vie-là. Comment je vais rencontrer l'inconnu. Comment je suis disponible à ça. Alors là, il y aura des choses qui pourront me donner confiance quand je n'ai pas cette confiance. Et plein de choses dont on parlera demain. Mais vous voyez que ces 4 exercices, j'en ai même pas parlé du 4e, mais peu importe. Ces exercices que je vous propose vraiment de faire, au moins les 3 dont j'ai parlé là, sont, comment dire ça, sont complémentaires et forment une totalité sur notre aptitude à déployer des talents que l'on pourra offrir aux autres. Vous voyez, la liberté, ce sera le mot de la fin, la liberté, du point de vue de ce qui nous conditionne, est conçue comme « j'évince les épreuves ». Okay, ce que je disais tout à l'heure. La liberté, du point de vue de ce qui nous conditionne, est vécue bizarrement par rapport à être avec les autres. C'est-à-dire que la liberté et la fraternité ne font pas bon ménage du point de vue de ce qui nous conditionne. Ça ne fait pas bon ménage parce que, du point de vue de ce qui nous conditionne, c'est mon arbitraire qui va décider de ma liberté. Et donc, ma liberté va s'arrêter là où commence celle des autres. Phrase très célèbre, mais qui parle de ce qui n'est pas fondé en nous-mêmes. Okay ? Du point de vue des talents que l'on peut rendre présents, du point de vue des talents que l'on peut rendre présents, on est justement au présent. On n'est pas dans une chronologie à faire saute-mouton avec ce qui est, en pensant à ce qui était puis à ce qu'on aimerait bien. On est juste avec ce qui est. À ce moment-là, être avec ce qui est, je le répète, comme au début, être avec ce qui est inconditionnellement et sans attente, donc complètement là. En bon français, ça s'appelle l'amour. Être avec ce qui est inconditionnellement et sans attente, c'est ça l'amour. Ce qui fait que la liberté que l'on découvre à ce moment-là, c'est comment je me lie, par exemple, à l'autre, en lui offrant donc les talents qui m'ont permis d'être présent, et sans attente, puisque je suis là avec lui. Donc ça veut dire que je me lie à l'autre en lui offrant ce que je peux de ce que je porte, en le laissant libre, puisque je n'ai pas d'attente. La liberté, à ce moment-là, on peut être 100% libre et 100% fraternel. C'est la seule condition. Ça passe par l'amour. Et l'amour, c'est un mot qui peut faire penser à ça, mais en fait, l'amour, c'est de loin pas du tout ça. C'est être avec l'autre, être avec l'enfant qui est là, être avec le partenaire, l'ami, à ce moment-là. Et ce n'est jamais gagné. Ce n'est jamais définitif. C'est se joue maintenant, et encore maintenant. Comme le funambule sur son câble n'est jamais définitivement sur le câble, de temps en temps, il va se coucher et je vous souhaite une excellente nuit.
Merci.